à tous pour la première des deux tables rondes qui vont faire le temps fort de nos journées du festival. Ça a très bien commencé hier soir et ce matin par du théâtre, du cinéma, des débuts de discussion autour des questions qui concernent l'eau et la pluie et le changement climatique. Et nous avons placé les deux tables rondes sous le signe de l'eau en disant l'eau c'est la vie. Et la première des tables rondes, donc aujourd'hui, va réunir le trio que vous avez devant vous, avec, allez, je vais les prendre dans l'ordre à partir de moi, Hervé Covès, qui est ingénieur agronome et qui est aussi franciscain séculier, et qui va nous entretenir des cycles de l'eau. Et puis Suzanne Husky, qui est artiste et membre du mouvement de défense des castors. D'Alliance des castors. Voilà, je savais que j'allais me tromper. Et Clément Novaro, qui est architecte et aussi membre très actif du collectif Hydromonde, et il vous en parlera certainement. Voilà, et donc, eh bien, je crois que c'est Hervé qui va, dans un premier temps, nous entretenir des cycles de l'eau. Mais avant de lui donner la parole, je dois dire que nous avons eu le regret de ne pas pouvoir accueillir aujourd'hui Madame Florence Abetz, qui était invitée et qui est hydrologue, elle aussi, et qui est souffrante et qui n'a pas pu se joindre à nous. Et puis, nous avions pensé que peut-être serait associée la cinéaste qui nous a, l'ethnologue, enfin, qui nous a permis de voir hier soir le film qu'elle a tourné avec une autre cinéaste, Marie Luçon, à Madagascar, dans un village où l'on attend la venue de la pluie. Et ça aurait été très compliqué parce qu'il allait falloir nous rencontrer avec elle cet après-midi pour qu'elle soit ici aussi cet après-midi, nous rencontrer en visioconférence. Nous avons pu faire un peu de visioconférence avec elle hier soir pour la discussion du film et ça aurait été un peu difficile cet après-midi, donc ce sera sans Juliette Marielle. Mais son beau film, celui qui a été très apprécié hier soir, nous espérons avoir d'autres occasions de le montrer et d'en discuter avec vous, en sa présence si possible, ainsi que celle de la cinéaste qui l'accompagnait, Marie Luçon. Ce sera pour une autre fois et pour le moment, nous avons donc 2 heures pour nous entretenir avec nos 3 intervenants. Et bien sûr, il y aura un temps pour vous pour poser des questions, ce que vous aurez à leur demander, et leur faire même les objections que vous voudrez leur faire, si vous voulez. Eh bien, on donne la parole alors à vous, d'abord, Hervé. Et bien, allez-y, sur les cycles de l'eau, que voulez-vous nous dire? J'ai quelque chose d'important à vous dire. Finalement, c'est la seule chose qu'il faudra retenir de tout ce que je vais vous raconter. Cette chose importante, écoutez bien, c'est que la vie est belle. L'eau, c'est la vie. Peut-être que l'eau est belle aussi. Que tout le reste, c'est du blabla. Nous sommes des humains. Nous aimons bien déblatérer, c'est comme ça que l'on dit, entre nous. C'est ce petit exercice que l'on va faire. Un de nos ancêtres au XIIIe siècle disait de l'eau qu'elle était belle, précieuse, chaste et pure. La pureté étant toute relative, puisque dans ces temps-là, quand on baptisait des gens, on les trempait dans l'eau, les adultes, pas des enfants,
On les mettait sous l'eau de façon à ce que l'eau les nettoie de leurs péchés. Et on ressentait que l'eau véhiculait un petit peu de tout ce mal, de toute cette misère, de toute cette horreur de l'humanité qui allait se retrouver dans les fosses marines, dans les océans, dans les endroits des naufrages, des cataclysmes, des tempêtes et des monstres, des abysses. Que le premier cycle de l'eau était peut-être celui-là, celui d'épurer, et que pour qu'une eau épure correctement le monde, il fallait qu'elle soit pure au départ, pour se charger de tous nos vices, de toutes nos misères, de toutes nos pollutions. L'eau sur Terre, c'est une très longue histoire. On ne sait même pas bien expliquer pourquoi il y a tant d'eau sur Terre. Des autres planètes sont des déserts. Et pourtant, sur Terre, dès le départ, il semblerait qu'il y ait eu beaucoup d'eau. Au gré des journées, il y a 2 milliards d'années, la durée du jour était que de 12 heures contre 24 heures aujourd'hui. La Terre tournait beaucoup plus vite. Est-ce que c'est parce que la Terre a ralenti que les choses ne tournent plus très bien sur Terre ? Mais à l'époque, donc, il n'y avait pas encore de végétation, la vie commençait à apparaître dans les océans, il n'y avait pas encore de végétation sur Terre. Et on estime qu'à l'époque, la pluviométrie était en moyenne de 15 mm d'eau par an, c'est-à-dire 2 à 3 fois moins que ce qui tombe actuellement dans le Sahara. Et ça, sur toute la Terre, sauf sur les océans. Mais sur les océans, l'eau s'évaporait, retombait, en fait. Pas besoin de pleuvoir sur la mer pour la remplir d'eau. Mais tout a commencé à changer lorsque les premiers végétaux, les premiers êtres aquatiques sont sortis de l'eau pour conquérir, encore une notion bien humaine, pour conquérir la terre. Des petites algues, des petits champignons, des petits lichens, des petits êtres minuscules. Mais ces petits êtres minuscules ont émergé avec une capacité extraordinaire, c'est celle d'avoir des odeurs, des parfums. Peut-être que dans les océans, ces plantes, ces êtres avaient aussi des odeurs. Il suffit de sortir un fucus de la mer pour se rendre compte qu'elle a une odeur et un parfum. Mais quand tous ces petits êtres se sont produits sur Terre, eh bien, leurs parfums ont commencé à envahir l'atmosphère. Une odeur. Cette odeur qui crée, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui de façon très scientifique des composés organiques volatiles, qui créent des toutes petites aspérités dans l'air autour desquelles viennent se condenser des petites molécules d'eau pour en faire des gouttelettes et pour retomber sur Terre. Et qu'à partir du moment où la Terre a été recouverte de toutes ces petites végétations minuscules, eh bien, la pluviométrie terrestre est passée de 15 mm à 60 mm d'eau en moyenne. 4 fois plus d'eau sur Terre, simplement parce qu'il y avait des petits êtres qui vivaient là et qui déclenchaient des parfums, des odeurs, des petites molécules qui attirent l'eau. Chose tout à fait extraordinaire. Et à partir d'un certain moment, lorsque des organismes un peu plus évolués, que l'on appelle des champignons, ont commencé à vouloir décomposer la matière organique, car tous les êtres vivants se développent et finissent par mourir, à un moment donné, il faut qu'ils se recyclent. C'est ce qui fait que la vie est pérenne, que la vie est éternelle, disent certains, c'est que sur la mort des uns peuvent naître les suivants. Et les champignons ont un rôle très important là-dedans. Et les champignons ont aussi un rôle tout à fait fabuleux, c'est qu'ils digèrent tout ce qu'il y a autour d'eux. Mais pour digérer, ils ont besoin d'eau. Ils ont besoin, comme nous, quand on mange, si on ne mangeait que des graines de couscous un peu secs, ça ne rentrerait pas bien dans notre appareil digestif. Les champignons sont comme des animaux, mais ils digèrent à l'envers. Au lieu de digérer ce qui est en eux, ils digèrent ce qu'il y a autour d'eux. Et donc, ils sont obligés de s'hydrater. Et en s'hydratant, pour s'hydrater, ils font venir l'eau de là où il y en a, des océans, des rivières, des cours d'eau, des mares, des flaques,
jusque sur la terre. Et on commençait à hydrater de plus en plus la terre jusqu'à créer ce qu'on appelle du sol. Une terre organique qui sent bon le champignon, mais qui s'hydrate, qui fait venir l'eau de là où elle existe. Et ces champignons, en fait, ont commencé à permettre le développement de plantes de plus en plus importantes, parce qu'il y avait de plus en plus d'eau sur Terre. Et lorsque ces champignons qui décomposent de la matière organique se sont abondamment développés, ou en même temps qu'eux, on a vu la pluviométrie de la Terre augmenter d'une façon tout à fait extraordinaire. Et à la fin du Carbonifère, de l'âge des grandes fougères arborescentes, il tombait pas 15 mm ou 60 mm, mais jusqu'à 12 000 mm d'eau sur Terre. Plus que ce qui tombe actuellement en Amazonie, 9 000 mm, 9 mètres d'eau. Vous voyez là, c'est 12 mètres d'eau. Des champignons. Peut-on imaginer que des êtres aussi peu importants contribuent aussi énormément au cycle de l'eau? Que toute l'eau, en fait, arrive à certains endroits, arrive sur Terre, et le fait qu'il y ait de la vie amplifie ce mouvement de l'eau, que tout se fait sur Terre comme si, à chaque instant, la vie voulait hydrater la Terre. Que tout s'organise pour retenir, créer, générer de nouvelles formes d'eau. Et dans ce cycle de l'eau que l'on nous a appris à l'école, que l'eau s'évapore des océans, qu'elle forme des nuages qui, transportés par le vent, arrivent jusque chez nous, de cette eau-là, en fait, de l'évaporation, elle ne trouve sa justification finalement que dans la présence de tous ces petits organismes vivants qui sont sur Terre, sans qui toute cette eau ne pourrait pas tomber, ne pourrait pas se générer. Sans végétation, il n'y a pas d'eau. Alors que notre narration voudrait dire le contraire, que pour cultiver des plantes, il faut les irriguer, et que dès que l'eau manque, les forêts disparaissent, les champs se dessèchent, la canicule intervient, le feu se met là-dedans, et basta, d'un coup de fumée, de charbon ardent, de cendres, tout disparaît. Et ça, c'est quelque chose de troublant. Vous allez me mettre du côté des conspirationnistes, des personnes qui voudraient dire qu'on nous aurait menti jusqu'à présent. Non, tous ces éléments, nous les découvrons actuellement. Nous, avec notre science, avec nos connaissances, mais des peuples anciens, des peuples que l'on dit quelquefois primitifs, qu'aujourd'hui on appelle plus sobrement premiers. Ces peuples premiers le savaient, le connaissaient, l'appréhendaient, avaient ce ressenti-là, que quelque chose réunit intimement les formes de vie et l'eau, que si l'eau c'est la vie aussi est l'eau, mais que dans tous les cas de figure, ça commence toujours par l'eau, car il a fallu qu'il y ait de l'eau pour que la vie arrive. Que l'eau est primordiale. Primordiale, ça veut dire que c'est important, mais ça veut aussi dire que ça vient avant. Et de là, toute forme de savoir, toute forme de connaissance qui font qu'à partir de quelques gouttes d'eau, par le mystère de la végétation, le mystère de la vie, cette goutte d'eau peut s'amplifier, se développer. Que ces gouttes d'eau qui vont dans le ciel, s'évaporent dans le ciel, quand elles s'évaporent, enfin l'évapotranspiration, peuvent retomber sur Terre. Et là, différents cycles ont été trouvés. D'abord en Amazonie, où on a vu que l'eau de l'océan arrive sur la forêt, tombe dans les 500 premiers kilomètres. Ensuite, elle se réévapore, elle tombe 500 km plus bas. Et ensuite, elle se réévapore, elle tombe encore 500 km plus bas. Ensuite, elle se réévapore et tombe comme ça 6 fois, 7 fois, jusqu'à la cordillère des Andes. L'eau s'évapore et retombe un peu plus haut. 6 à 7 fois. Ça voudrait tout simplement dire que le flux de l'Amazonie, vous voyez ce fleuve gigantesque, le plus puissant de la planète, est 6 à 7 fois plus important dans l'air. Qu'il y a un fleuve
qu'on appelle une rivière du ciel, mais un fleuve qui a 6 à 7 fois le débit de l'Amazonie et qui remonte tout doucement jusque vers la cordillère des Andes. Aujourd'hui, des chercheurs, des Russes, on dit des Russes, c'est toujours un peu bizarre, la Russie, ont démontré que 9 des grands courants d'air, de vent de la planète sont amplifiés justement par ce même cycle de l'eau. Et que nous, en Europe, de là où nous sommes, pour qu'il pleuve en Sibérie, il faut que l'eau s'évapore de chez nous pour tomber 500 km plus à l'est, et ainsi de suite. Et qu'aujourd'hui, il y a un enjeu tout à fait important à reforester des endroits qui ont été désertifiés de façon à ce que ce cycle de l'eau puisse se perpétuer. D'ailleurs, au passage, entre l'Autriche et la Biélorussie, l'Autriche qui a beaucoup déforesté, la Biélorussie un petit peu, mais un peu moins quand même, il y a comme un procès devant les cours internationales, car si la pluviométrie de la Biélorussie se serait effondrée, c'est parce qu'en Europe, nous avons trop coupé d'arbres. Et que là, il y a quelque chose d'une forme de responsabilité de commun, comme on disait, à ce qu'il y ait suffisamment d'arbres justement pour partager l'eau. Partager l'eau d'une eau qui ne nous appartient pas d'ailleurs. Et que l'on aura compris que si nos écosystèmes devaient se transformer en désert, ce qui peut se faire, les humains en ont la force, en ont peut-être même l'ambition, que si nos territoires devaient se transformer en désert, ce sont tous les territoires les plus à l'est de nous, et comme sur toute la planète, tous ceux qui sont sous les vents dominants, qui seront impactés lourdement, fortement. Et plus on est éloigné de la mer, plus il est important que la communauté humaine, la communauté des vivants, puisse s'entraider pour que l'eau puisse continuer à voyager dans ce cycle secondaire de l'eau, de la transpiration des végétaux, qui permet d'aller à chaque fois un petit peu plus loin. La vie est belle. L'eau est belle. Il s'agit peut-être juste de partager cette beauté-là, de la laisser évoluer, de la laisser vivre. Voilà simplement énoncer les tout premiers cycles de l'eau. On le verra encore tout à l'heure et peut-être encore aussi demain lorsqu'on abordera les questions plus agricoles, agronomiques ou du jardin, comment faire vivre ces cycles de l'eau au plus près des endroits où nous vivons et des quelques petits secteurs, ne fût-ce qu'un petit potager ou une jardinière sur un balcon, en quoi cette jardinière pourra contribuer au grand cycle de l'eau, et qu'il n'y ait pas de terrain, il n'y ait pas de surface où cette question soit inutile. Que pour que le grand cycle fonctionne, il a fallu que des milliards et milliards et milliards de bactéries, de champignons, de plantes et d'animaux et d'êtres vivants en tout genre nous précèdent sur Terre pour que ce miracle puisse avoir lieu chez nous. La vie est belle. Ça va, Suzanne? Gardez les applaudissements pour la fin. C'est un beau commencement, c'est vrai. Oui. Et alors, maintenant, qui prend la relève? Je me lance. Merci Hervé pour cette belle introduction. Moi aussi, je trouve que l'eau, elle est belle et que la vie, elle est belle, mais j'ai de plus en plus de mal à ressentir que la vie est belle. Parce qu'en effet, moi, je m'appelle Clément, je viens d'avoir 30 ans, et de plus en plus, je prends le chemin du militantisme et de l'activisme dans ma vie pour des questions liées à l'eau et aux forêts. C'est déprimant en fait. Voilà.
Parce qu'on est quand même face à beaucoup de... Parfois, vous le savez très bien, il y a eu tout l'épisode de la loi du plomb nous a bien replongé dans toutes ces mascarades qu'on nous sert à n'en plus finir. Et en fait, voilà, moi, c'est un peu de cette perspective-là dont je vais parler aujourd'hui, de cette situation-là. Et voilà, je voulais juste remercier toutes celles et ceux qui prennent de leur temps pour lutter, parce que c'est des activités qui sont très fatigantes. Et moi, quand j'arrive dans ces cercles, je vois de plus en plus que il y a de moins en moins de monde et que c'est de plus en plus épuisant et lourd à porter. Et j'imagine que dans la salle, il y a des gens qui donnent de leur temps pour ça, donc merci. Et merci au Festival de la Pluie aussi de permettre des moments comme ça de réunion, parce que je pense que de se retrouver en assemblée comme ça pour pouvoir parler de l'eau, et ça fait du bien, c'est important. Et à Saint-Amand, on a de la chance. À Saint-Amand, on a l'impression que vraiment tout va bien. il y a des belles forêts, il y a des sources pleines d'eau. Enfin, peut-être qu'on est un peu moins impacté par toute l'injustice sociale et environnementale qui est en cours. Mais et pour moi, le fait qu'on se réunisse ici, ça en est aussi la preuve. Je pense qu'il y a plein de villages qui n'ont pas du tout cette chance d'avoir des festivals qui permettent de se réunir en assemblée pour parler de ces questions-là. Du coup, voilà, je voulais soulever ça. Et puis, je vais peut-être en venir à un PowerPoint pour vous montrer un peu ce à quoi je m'attelle en ce moment. En fait, donc j'ai rejoint deux collectifs, deux mouvements, un qui s'appelle Hydromonde et l'autre qui s'appelle l'Hydre. Et en fait, je vais vous parler d'abord de l'Hydre parce que c'est un réseau en fait qui est assez lié avec ce que je viens de vous dire. C'est un réseau qui essaie de mettre en lien des luttes sur l'eau, justement pour être un peu moins seul et un peu plus solidaire et un peu plus fort. Et dans le réseau Hydre, il y a l'image qui était tout à l'heure projetée, qui est une espèce de trombinoscope des collectifs qui étaient présents à une réunion qu'on a eue en décembre. Voilà, c'est ça, ce trombinoscope, si ça s'allume. En fait, l'Hydre, c'est un réseau qui est porté par la Fondation Daniel Mitterrand, qui est une fondation qui a mis une personne salariée sur ce projet-là. Alors ça, c'est un petit dessin que j'ai fait pour l'Hydre, pour expliquer un peu les collectifs qui étaient présents à un week-end de formation sur les institutions de l'eau, les institutions existantes de l'eau. Parce que souvent, en fait, on se retrouve face à un millefeuille administratif. C'est très compliqué en fait de prendre part en tant que citoyen, citoyenne à la démocratie en fait, tout simplement. Donc l'idée pour s'outiller dans cette démocratie et dans ce fonctionnement des institutions de l'eau, ça a été donc avec l'Hydre de faire ce week-end de formation. Et le premier document qu'on a distribué, c'est celui-là. C'est un document qui fait un peu peur. Alors je ne vais pas tout vous expliquer parce que je ne suis pas non plus un spécialiste de la question. Mais en fait, voilà, il y a 4 couleurs, hein. Il y a 4 échelons, 4 échelles d'institutions de l'eau. Européenne, nationale, celle des grands bassins versants et l'échelon local. Donc le millefeuille il commence déjà par ces 4 étages-là. Et puis en fait, après, dans tous les sens, il y a tout un tas de SDAGE, PTGE, PTB, EPAGE, SAGE, CLÉ. Enfin, c'est un grand charabia que du coup on essaye d'apprendre pour pouvoir mieux travailler avec et essayer de travailler vraiment, c'est pas facile parce que c'est des institutions qui sont quand même très opaques aussi, qui n'ont pas forcément toujours une représentation citoyenne qui nous ressemble.
C'est des institutions dans lesquelles on va retrouver une surreprésentation d'irrigants et de lobbies de l'agro-industrie, par exemple. Et voilà, donc il y a quand même beaucoup d'ennemis dans ces institutions, mais il y a aussi beaucoup d'alliés, de personnes avec qui on arrive à se coordonner sur des actions, à prévoir, à anticiper des catastrophes, à déjouer un peu certaines choses, mais c'est quand même très difficile à mettre en place. Et donc l'objectif de ce week-end, c'était un peu de commencer à dessiner ces connaissances-là de façon collective. Et donc il y avait quelques personnes qui étaient à l'intérieur des institutions, qui ont pu aussi transmettre des informations. Donc voilà, c'est des choses qui sont quand même très fragiles, mais qu'on essaye de construire avec ce réseau-là. Et si jamais vous avez un été assez libre, je vous invite à venir au Festival des Résistantes, qui va avoir lieu au début du mois d'août en Normandie, où il y a tout un tas de collectifs qui se réuniront. Je pense que c'est un festival qui attend peut-être 10 000 personnes. C'est un festival d'écologie féministe, décoloniale, etc. Et l'Hydre y sera aussi représenté. Voilà. Je ne vais pas faire beaucoup plus long que ça sur ce sujet. Et attends, je vais regarder mes notes. Ah oui. En fait, moi, quand vous ressentez très bien que je pense que quand on voit ce type de diagramme, on peut imaginer derrière la complexité qu'il y a dans ces administrations, la bureaucratie qui doit se mettre en place à la moindre décision, tous les allers-retours qui font qu'il y a énormément d'inertie à faire avancer les choses dans le bon sens. Et tout ça, pour moi, ça participe d'un grand mouvement qui est celui de la déconnexion à l'eau, quelque chose dans lequel on s'est vraiment tous et toutes construits aujourd'hui. On vit dans des vies qui sont très déconnectées de la vie, de nos milieux de vie, de l'eau en général. Et par exemple, quelque chose que je trouve parlant, c'est la question d'où vient l'eau du robinet. En fait, maintenant, on a l'eau et le gaz depuis longtemps à tous les étages, et l'électricité, et les centrales. Et en fait, on ne sait plus d'où vient l'eau du robinet. On la connaît voilà, sur 20-30 cm dans l'évier et puis un peu plus sous la douche. Mais en fait, cette eau-là, on en est vraiment déconnecté, à part si on va se balader au bord des rivières. Mais aujourd'hui, c'est plus un loisir qu'on s'accorde de temps en temps, mais ce n'est pas du tout une pratique qui nous relie à l'eau et qui nous y connecte. Et toutes ces infrastructures qui sont en place, tous ces barrages et puis toutes ces administrations, elles font partie de cette déconnexion pour moi. Elles nous éloignent vraiment. En tant que citoyens, on leur délègue en fait toute la gestion de la ressource en eau. Et même ce vocabulaire-là, pour moi, il est problématique parce que on ne devrait pas gérer une ressource, on devrait partager l'eau, quoi. Enfin, moi, je le dirais comme ça, quoi. Et voilà, je trouve que ce rapport de déconnexion, c'est important de lutter contre aussi. Et je pense que de se dire de dire que la vie est belle et de dire que l'eau est belle, ben, ça nous aide peut-être à aller dans ce sens-là. Et voilà, du coup, ça m'a amené à parler de l'autre association dont je fais partie, qui s'appelle Hydromonde, et qui, elle, du coup, essaye de renouer avec cette connaissance de l'eau et des territoires, en partant du principe que les rivières sont les veines de la terre, et que le territoire qu'on habite est vivant. Et donc, voici un super dessin de Clémence Mathieu, qui fait partie de ce collectif Hydromonde. Là, ce que vous voyez, en fait, c'est un dessin qui s'appelle « Les 12 visages du Léman ». C'est un extrait d'un travail qu'on a mené en Suisse. Et en fait, donc cette espèce de grosse blatte, là, c'est le Léman. Et en bas, il y a les montagnes, la chaîne des Alpes. En haut, c'est le Jura. Et puis, tout en haut à gauche, c'est la Méditerranée.
Donc en fait, ce qu'on voit là, c'est une représentation du bassin versant du Rhône qui essaye de montrer que c'est un être vivant. Et on a fait un zoom sur le Léman. Et ce travail-là, il s'appelle « Le Léman est un être vivant ». Et ça, ce sont du coup la synthèse des 12 visages du Léman. Donc on a 12 bulles. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est pour vous expliquer un peu comment ce collectif il essaye de travailler à représenter l'aspect vivant du territoire et à faire des représentations qui soient assez simples, assez partageables, qui ne soient pas forcément des longs textes difficiles à lire. Parce que vous imaginez bien que les SDAGE, les sages, c'est des textes de 600 pages imbitables, alors que voilà, ça fait partie de ce qui nous déconnecte, quoi. Donc là, vraiment, l'idée, c'est... Et en ça, moi, j'adore le travail de Suzanne, parce que ces dessins, je trouve qu'ils sont vraiment très, très compréhensibles, en fait, et ils nous plongent vraiment dans cette connaissance et dans cette proximité et dans cet amour de l'eau. Voilà. Puisque tu parlais des forêts, pardon. Ça c'est un triptyque de Clémence sur le Léman et ses forêts. Donc à gauche, on voit le Léman à une époque où il y avait encore de l'habitat lacustre. C'est en fait on n'a pas de traces on n'a pas de cartographie de l'état des forêts. On n'a pas autour du Léman, on n'a jamais trouvé d'historiens ou de géographes qui avaient travaillé sur ces questions dans ces temps lointains. Mais en tout cas, tout porte à penser que c'était une immense forêt, en fait, comme toute l'Europe probablement. Et en fait, ce qui se passe en Suisse et de manière générale dans le monde, c'est qu'on coupe les forêts depuis très longtemps. Et de plus en plus, il y a plus de forêt. Et donc là, c'est le dessin de la représentation du Léman actuellement, où il n'y a plus qu'une seule forêt qui touche les bords du Léman. Et cette forêt, elle permet au dernier troupeau de cerfs du Jura de descendre s'abreuver dans le Léman. Mais par exemple, sur cette forêt, aujourd'hui, il y a un projet de décharge qui va... voilà, c'est un peu toujours des mauvaises nouvelles hein, qu'on découvre quand on commence à enquêter sur ces sujets-là. Et en fait, dans ce travail, donc, on a beaucoup fait le lien entre l'eau et la forêt, et à quel point les forêts, elles sont des endroits qui permettent la pluie, mais aussi des endroits qui permettent l'infiltration de l'eau de pluie dans les sols, des éponges qui retiennent l'eau jusqu'en été pour les redistribuer dans les rivières pendant les périodes d'étiage. Et il y a un très beau livre de Takeyama Shigeatsu qui s'appelle « La forêt amante de la mer », qui nous a beaucoup servi aussi pendant ce travail, que je vous recommande si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le lire. Et donc qui parle vraiment de tout ce lien en fait aussi social et de solidarité à tisser entre des territoires qui peuvent paraître éloignés mais qui sont en fait reliés par l'eau, que ce soit par les rivières ou par les nuages, et que les forêts elles sont vraiment des vecteurs de cette solidarité. Et ce livre il raconte ça, en fait il raconte la solidarité qui s'est développée entre des pêcheurs et des agriculteurs qui avaient des problèmes distincts, mais la solution commune c'était de planter des forêts et qui se sont vraiment alliés dans cette démarche de reforestation au Japon. Et c'est pas des pêcheurs, des ostréiculteurs, pardon. Et voilà, je pense que si on a une chose à faire, c'est de commencer à planter des forêts, de ressemer des forêts. On avait travaillé sur avec Hydromonde, on a travaillé sur une fête aussi en Suisse qui s'appelle le Feuillu. La fête du Feuillu, c'était une fête, ça c'est la confluence entre le Rhône et l'Arve, à la sortie de Genève. C'était une fête millénaire en fait qui célèbre le retour du printemps, des feuilles et des fruits et des fleurs sur les arbres.
Et cette fête, elle disparaît comme toutes les fêtes païennes qui célèbrent, d'ailleurs même des fêtes pas païennes, qui célèbrent la vie et la fin de l'hiver. Et donc on a, voilà, dans ce travail de réouvrir des imaginaires des bassins versants, des milieux de vie, des rivières, on essaye de faire ça aussi à travers des manifestations carnavalesques ou musicales. Donc ce collectif Hydronde, il est assez pluridisciplinaire et il essaye de se mettre à cet endroit-là, de l'art et de la culture aussi. Voilà. Et voilà. Et moi, en faisant tout ça, il n'y a qu'une chose dont j'ai envie cette année, c'est de faire des chantiers castors. Allez, à toi. Bonjour. Alors, est-ce que ça marche? Donc, Suzanne Husky. Et je vais un petit peu aujourd'hui présenter le travail de notre association qui s'appelle Mouvement d'Alliance avec le peuple castor. Et pour aussi faire rebondir sur ce dont vient de parler Clément, soit la tuyauterie administrative qu'on apprend à naviguer en tant que castor humain. Et pour commencer, j'ai mis une citation de Leanne Betasamosake Simpson, qui est une philosophe Nishnabeg, c'est un peuple premier du Canada, États-Unis. C'est un territoire qui est sur les deux. Et Amik, c'est castor. Et Amik est bâtisseur de monde. Amik est celui qui apporte l'eau. Amik est celui qui génère toujours plus de vie. Amik est celui qui travaille continuellement avec l'eau, la terre, les nations de plantes et d'animaux, et avec consentement et diplomatie pour créer des mondes réciproques. Dans ce livre, que je recommande absolument à tout le monde, Une brève histoire des barricades, elle parle du castor comme un enseignant. Il apprend à faire des barrages et il apprend la résistance, mais il est aussi créateur de monde et crée l'abondance. Et elle en parle comme d'un animal qui a une position spirituelle très haute, parce qu'il est tout le temps il est infatigable, il est tout le temps dans le don de lui. Notre association, donc on est une jeune association et je vais essayer d'expliquer ce qu'on fait avec des exemples. Donc ça c'est un contexte de méga feu où la zone qui ne brûle pas, c'est la rivière dans laquelle vivent les castors et qui donc se déploie dans toute sa fatalité géologique. C'est-à-dire les castors, ils permettent à cette rivière de se déployer dans tout son lit majeur. Le lit mineur, la vrille, telle que on en a l'expérience, maintenant elle est dans son lit mineur. On ne l'autorise qu'à aller dans son lit mineur. Mais quand elle devait être en bonne santé, elle devait déjà se tresser potentiellement, se repositionner avec les crues et circuler dans son lit majeur. Donc ça, c'est cette méthode qui est inspirée des castors, donc on pourrait dire solution fondée sur la nature, si on veut se servir du jargon de la tuyauterie administrative de l'eau, parce qu'ils n'aiment pas trop voir le mot castor en fait. Je voulais commencer par ça, c'est parce que en France, pour mettre un morceau de bois dans la rivière, a priori, il faut faire une déclaration DDTM ou DDT qui doit être validée par l'OFB et ça prend des mois. C'est-à-dire qu'en ce moment, on porte, je sais pas, 6 ou 7 projets pour lesquels on porte 6 ou 7 projets
pour des chantiers qui vont durer seulement 2 jours, mais qui demandent des mois de préparation en amont pour faire ces dossiers, parce qu'il y a des enjeux de continuité piscicole. Et pour l'expliquer vite, en France, il y a, dans toute l'Europe, il y a un processus d'effacement de seuil de moulin pour la continuité piscicole. Et du coup, c'est très difficile pour eux de se retourner et de dire maintenant, on vous a effacé votre seuil de moulin, on va remettre des ouvrages de castor. Alors que donc cette méthode de régénération low-tech, elle est pratiquée maintenant depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années aux États-Unis, et avec beaucoup de succès, parce que en fait, en reconnectant la plaine alluviale, donc là c'est un exemple où c'était un cours d'eau qui était entubé, qui a été détubé, daylighté, remise en lumière. On a fait quelques ouvrages, donc c'est très lent, et en 3 ans, il y a eu une visite de la loutre, la cigogne noire est passée, la marouette, c'est un des 2 nids de marouette en France, c'est installé sur ce site castor. Donc l'explosion de vie qu'il y a eu à cet endroit-là est complètement folle. Et alors le premier site pilote, il était en Drôme sur une ferme, la ferme du Grand Laval. C'est une ferme c'est un naturaliste qui a repris la ferme de ses parents, sauf qu'il a été formé, il était naturaliste pendant de nombreuses années, et du coup son objectif ça a été de passer d'une agriculture conventionnelle à une agriculture qui accueille la vie. Et donc tous les ans ils font un recensement avec tous les amis malacos, enfin tous les types de spécialistes des odonates, de toutes les espèces, pour venir faire un recensement sur cette parcelle agricole de 17 hectares. Et ils ont 70 espèces de libellules, castor épacé, enfin c'est juste une explosion dans cette vallée de Valence qui est plutôt très pauvre en biodiversité. Et eux, ils se retrouvent avec une explosion et avec aussi une rentabilité de ferme, parce que c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est pas de faire de l'hospitalité active et de crouler financièrement. Et en fait, avec cette polyculture agroécologie, c'est le contraire qui se passe. Voilà. Ensuite, on a fait un autre site pilote pas loin, dans la Drôme. Il y en a un maintenant en Nouvelle-Aquitaine. Et donc depuis, là sur 2 ans, on a pu faire des formations de techniciens rivières avec l'ARA, avec l'histoire. Comme les rivières sont à la confluence de tellement d'usages fonciers. Et donc pourquoi mettre cette manière de travailler dans la boîte à outils des techniciens rivières? Mais l'enjeu, il est colossal. C'est que la manière dont on a restauré les rivières jusqu'à maintenant, on les a restaurées comme on restaure des bâtiments et des tableaux, c'est qu'on n'a pas regardé le vivant. On a regardé ce qui était minéral, c'est-à-dire un cours d'eau qui était recalibré, qui allait tout droit. On a sorti le tractopelle et avec le pétrole, on en a fait un joli serpent. On a mis quelques arbres, parce qu'on sait qu'il faut des arbres dans l'eau maintenant, et on les a ancrés avec des baramines. Or, cette méthode, ce qu'elle fait, c'est que le seul moment où elle essaie de se servir de pétrole, c'est pour enlever une infrastructure présente historique qui empêche, par exemple, là, l'eau de s'infiltrer dans la nappe, et de réactiver des processus qui vont devenir autonomes. Et donc, on active... c'est la grosse différence entre un barrage ou... c'est qu'on fait des propositions à la rivière et la rivière va les repositionner. Et donc là, ce qui se passe, donc là on fait par exemple 2 propositions et en faisant remonter la nappe, de toute façon
on noie certaines espèces. De fait, nous, on a des espèces qui ne sont pas des espèces de ripisylves qui se sont installées très confortablement depuis des siècles, vu qu'on a éradiqué le castor depuis des siècles, dans les lits majeurs de rivière. Donc souvent, elles sont noyées. Et ensuite, la banque de graines présente dans les lits majeurs, de saules, de peupliers, peuvent revenir. Donc ça c'est ce qui se fait encore beaucoup. Et c'est ce contre quoi on essaie de travailler. Et ça, ça, je l'ai mis pour apprendre à voir, en fait. Ça, c'est pas la vrille, c'est le bœuf qui est plutôt chez moi, en Gironde, en Sud-Gironde. Et ce bœuf, donc bœuf, ça vient littéralement de beaver. Et donc le bœuf, il fait quelque chose de tout à fait classique. C'est un bosquet. C'est un bosquet en forme de serpent qu'on peut suivre dans un paysage. A priori, sur toutes nos cartes, on peut retrouver les rivières comme ça parce que c'est le petit serpent vert. Et en fait, là, ce qu'on voit très bien, parce que c'était l'hiver, on voit, même si le bœuf les castors ont été éradiqués de cette rivière, je pense depuis 800 ans peut-être, parce qu'il y a énormément de moulins, on voit les anciens lits du bœuf. On voit que le bœuf, il circulait ici, ici, ici et ici. Et même les siècles passent et jamais cette mémoire, elle ne s'en va. Et bien sûr, les peupleries, elles sont mises à ces endroits-là parce que c'est les endroits idéaux. Et bien sûr, ça fait des conflits. Si le jour où le castor revient dans ce cours d'eau, ça va coûter cher de racheter les parcelles de ses propriétaires. Mais c'est pour apprendre à voir. Et là, c'est une rivière qui est castorisée, depuis longtemps. Les castors, il n'y a plus d'ouvrage. Le castor, il collabore avec le végétal, et c'est le végétal qui, en laissant pousser le saule, là je ne sais plus quel, peut-être un carex, ou je ne sais plus ce que c'est cette plante, mais un cours d'eau qui est pas large, qui fait 3 mètres de large, peut se déployer, peut faire un lac en fait. Et c'est très possible que la vrille, à certains endroits, elle ait historiquement été très large quand le castor était là. Le castor, il n'est pas juste passé, il est là depuis 8 millions d'années. Ce n'est pas un petit moment dans l'histoire, c'est un moment beaucoup plus grand dans l'histoire que notre courte époque de drainage et de recalibrage. Donc les ouvrages castor, la manière dont on les fait, c'est on imite vraiment le castor en s'approvisionnant en matériaux qui sont très proches des rivières. C'est du travail manuel, c'est-à-dire qu'on peut garder un œil sur l'aval. Par exemple, quand on ralentit l'eau, on a quelqu'un dans l'équipe qui garde l'œil sur est-ce qu'on est en train d'assécher un poisson qui est en aval. Enfin, on est en temps réel, on est en capacité d'observer les effets de ce qu'on fait pour être sûr d'avoir le moins d'impact. Donc c'est low carbone, low tech et low impact. Et ça, bien sûr, quand les paleteuses elles passent, bien sûr qu'ils peuvent pêcher quelques poissons et attraper 3 grenouilles, mais voilà. Et donc ensuite, c'est des espèces de lasagnes végétales et minérales, et une succession d'ouvrages qui dialoguent avec, qui font des accélérations, des décélérations, et qui font cette complexité de la vitesse de l'eau, qui est l'opposé de nos cours d'eau qui vont tout droit et qui ne sont qu'une autoroute sans habitat. Et en fait, plus il y a de température d'eau, plus il y a de profondeur d'eau, plus il y a de granulométrie complexe de fond de lits de rivière, plus différentes espèces peuvent venir frayer, pondre, etc. Ça, c'est pour montrer des exemples de ce qu'on espère faire.
Donc là, c'est un contexte d'ouvrage de médecine castor. On appelle ça médecine castor. C'est un choix de traduction. Dans un contexte de méga-feu, avec seulement un orage dans cette forêt, ça peut recruter du sédiment très rapidement. Ce qui fait que, qu'est-ce qui se passe dans un endroit comme ça? C'est que l'eau, elle n'est plus dans son lit mineur. Maintenant, elle va devoir circuler ici et peut-être qu'elle va commencer à réactiver un chenal fantôme historique qui n'était plus accessible parce qu'elle était coincée dans son lit mineur. Parce que dans une situation comme celle de la Vrille, il y a des grands arbres qui sont tout le long du cours d'eau et qui tiennent en fait la berge et qui empêchent la complexité du passage du cours d'eau. Donc elle ne peut que descendre très souvent. Et là, c'est dans un contexte où le castor est revenu et la largeur entre ses mains, c'était la largeur du cours d'eau avant les ouvrages de castor et avant le castor. Et parce que je ne l'ai pas dit au début, pourquoi le castor? C'est que des têtes de bassins versants en bonne santé face au réchauffement climatique, c'est un petit peu une des choses les plus simples à faire et les plus importantes. Voilà. Voilà. Oui. Je peux réagir peut-être un petit peu. Oui. Tu peux laisser attends, retourne là où il y a Ah, celui-là. Alors, merci beaucoup, Suzanne, parce que ton travail, je le trouve tellement inspirant. La première chose que je voudrais dire, c'est que donc Clément nous a parlé des multiples structures et couches administratives différentes qui gèrent l'eau. Déjà, les gens, ils gèrent les rivières, sauf qu'en fait, on ne sait plus ce qu'est une rivière. En Europe, jusqu'il y a au 19e siècle, il y avait des castors partout. Il y avait plein de castors. Une rivière, il y a des castors dedans. Le fait qu'il n'y ait plus de castors dedans fait que les rivières s'incisent, qu'elles s'approfondissent, qu'elles s'érodent, et qu'elles sont dans des corridors de plus en plus profonds. Mais que dès qu'il y a des castors, on l'a vu après l'incendie, où derrière les troncs de bois, tout de suite, il y a plein de sédiments qui se sont mis dessus. Donc les rivières sont au niveau de leur lit, du lit de terre qui est à côté. Et donc, en fait, on gère des choses sans savoir ce que c'est. En absence de castors, est-ce qu'on peut dire qu'une rivière est une rivière, alors que depuis quelques millions d'années que les castors sont ici, ils ont construit, élaboré des écosystèmes d'une complexité et d'une fonctionnalité tout à fait extraordinaire, mais on ne sait pas ce que c'est. Alors déjà, il y a cette histoire de gérer des choses dont on ne sait pas ce que c'est, dont on imagine une représentation de ce que doit être un cours d'eau, qui draine bien, qui évacue vite, parce qu'il y a toujours ces histoires de crues, donc il faut canaliser, que ça aille vite à la mer. Cette logique tient tant qu'on a beaucoup d'eau, mais on ressent que dès que l'eau devient un facteur limitant, un peu de canicule, un peu de sécheresse, où est notre eau? Et tout est parti, alors que si en amont des bassins versants, vous voyez sur la nappe d'eau, sur les trucs de gauche, vous voyez, quand on a renaturé le cours d'eau tout en bas, il y a la nappe hyporéique, la nappe qui accompagne le cours d'eau. Vous voyez, elle est toute basse, et quand c'est les castors qui l'ont fait, elle est toute en hauteur. C'est-à-dire que cette nappe d'eau va se comporter comme une source et maintenir tous les niveaux d'étiage en été, qui permettent à l'aval d'avoir toujours de l'eau en abondance et d'une eau qui est cachée dans le sédiment, et donc en profondeur, et donc de l'eau fraîche, et pas de l'eau chaude comme celle qui peut sortir d'une retenue collinaire qu'aurait fait ne serait-ce qu'un meunier ou un agriculteur ou une personne qui veut une réserve d'eau. Avec un hydrologue avec qui on avait été comparé la vallée tu te rappelles, la Gervanne et la vallée de la Scie. Donc ce gars, il avait calculé que sur 1 kilomètre de cours d'eau,
si c'était géré par des castors dans le contexte d'une petite vallée de la Drôme, d'une vallée sèche, très aride, dans laquelle on était, il n'y avait plus du tout d'eau, mais que si là-dedans il y avait des castors, ça remontait le niveau de la nappe d'eau hyporéique jusqu'en haut, et dans le sédiment, il y aurait eu plein d'eau, et il a calculé que par kilomètre de cours d'eau, c'était 80 000 mètres cubes d'eau qui pouvaient se stocker. C'était beau ce chiffre de 80 000 mètres cubes parce que c'était le moment des méga-bassines de 80 000 mètres cubes. Les castors sont capables de faire des méga-bassines tous les kilomètres, mais des méga-bassines qui ne coûtent rien pour peu qu'on les laisse agir, tout simplement. Hein? Pardon? Et qui ne s'évapore pas. Oui, parce qu'elle est sous l'eau, parce qu'elle est sous terre, voilà. Hein, et que ça s'évapore beaucoup moins, ça. Un petit peu. Vous avez compris qu'il faut que ça s'évapore un peu pour que l'eau puisse continuer de pleuvoir un petit peu à côté. Mais c'est tout. Où est-ce qu'on met le curseur? Est-ce qu'on garde tout pour nous? Ou est-ce qu'on s'autorise à partager avec des gens qui sont peut-être... qui ont peut-être plus besoin d'eau que nous parce qu'ils sont plus à l'est, hein, et que si aujourd'hui les grands rendements des terres agricoles de la Biélorussie et de la partie, on va dire, le nord de la Russie s'effondrent, et que si en Ukraine il y a encore beaucoup d'eau parce que c'est plus au sud, hein, qu'il y a peut-être des guerres dont on pourrait ressentir que l'enjeu de l'eau devienne rapidement un enjeu prioritaire et important. Hein. Voilà. Donc, les castors, ils savent le faire. Alors ça, c'est aussi très beau parce que ce que j'ai aussi vu avec les ateliers de mimétisme castor. Donc, combien d'autorisations il faut pour faire un atelier? Il faut l'OFB, la DDT, les propriétaires, il y a plein de trucs. On a voulu faire un dossier... Et des suivis. Beaucoup de suivis. Oui, et des suivis derrière pour montrer que ça marche bien. Pour montrer que ça marche Voilà. bien dans les rivières françaises. Mais ce que j'ai vu, que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que tous ces gens qui viennent participer à ça, qui sont en fait les acteurs de ces administrations-là. Mais à votre avis, pourquoi est-ce qu'un gars ou une fille qui décide de devenir ingénieur sur l'eau et consacrer sa vie à l'eau, qu'est-ce qui a fait dans sa vie que cette personne peut faire ça, peut faire ce métier sur l'eau? L'amour de l'eau. C'est simplement parce que quand ils étaient gamins, ils étaient en vacances au bord d'un cours d'eau, ils ont commencé à jouer dans l'eau, à faire des barrages, à faire des trucs et à vivre avec l'eau. Et que ça, il y a un truc dans leur cœur qui est né de la rencontre avec l'eau. Sinon, jamais quelqu'un veut devenir ingénieur, hydrogéologue ou je sais trop quoi. Il a besoin de cette rencontre-là. Et quand Suzanne l'aimait tous avec, comment on les appelle, ces grosses bottes là qui montent jusqu'en dessous, hein, avec et qu'elle les remet tous dans l'eau pour dire, allez maintenant, on va faire ça, tout ça. Mais ils sont heureux. Ils sont heureux. Ils voient quelque chose, mais qui a une capacité de transformation énorme, de s'autoriser à remettre les pieds dans l'eau pour voir comment le castor ferait. Hein. Alors bien sûr, l'autorité d'un Baptiste Morisot, d'une Suzanne, hein, qui permettent de justifier par la science et puis la beauté, que toutes ces choses-là sont une forme de justesse, rend la chose possible aussi. Et ça, merci beaucoup Suzanne, hein, pour cet ouvrage-là, qui est ton ouvrage, de vouloir retransmettre tout ce que tu as appris en Amérique avec des Indiens, avec des gens qui là-bas sont en train de... Enfin, font ça de tout temps, en fait. Et que tu retransmets ça chez nous, parce qu'en fait, on a le droit de rêver, certes, mais on a aussi la possibilité d'incarner ce rêve-là. Et ce que je trouve merveilleux, c'est que ça permet de rendre moins flou, moins dur, moins violent les tableaux de gestion de l'eau. Et il faudrait que vous collaboriez tous les deux pour faire hein, les pieds dans l'eau. À quoi pourraient ressembler les relations avec nos administrations. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est tellement, tellement compliqué. Mais je veux bien rajouter quelque chose, parce que nous, ce qu'on a rencontré aussi dans cette tuyauterie de l'eau, c'est aussi des gens qui font ce... Parce que en étudiant l'agroécologie avec Hervé, on parle beaucoup des corridors mycorhiziens, des corridors d'oiseaux, des corridors de vie terrestre. Et puis tout d'un coup, les rivières sont les autres corridors
Et ces gardiens de corridor, c'est les techniciens rivières qui détestent être appelés des techniciens rivières ou des gémapiens. Et enfin, très souvent, ça a été notre expérience de rencontrer qui n'aimaient pas d'être appelés des techniciens, mais par contre, leurs rivières, ils les aiment, ils les connaissent par cœur, ils savent qui y vit, ils s'intéressent à la moindre micro-organisme à l'intérieur des rivières. Et je voulais juste rajouter quelque chose, c'est pourquoi aller embêter les rivières, pourquoi est-ce qu'on ne les laisse pas en libre évolution et puis ça se fera tout seul. Le problème, c'est qu'on les a tellement contraintes que si on les laisse avec ces arbres qui tiennent les berges, pour qu'elles s'auto-régénèrent, ça va prendre des millénaires de les laisser en libre évolution. Et pourquoi est-ce qu'on active une médecine qui est ensuite autonome? C'est que maintenant, et à plein d'endroits dans la vrille, c'est comme ça, c'est que si un grand arbre, parce que dans la vrille ils sont beaucoup plus grands, tombe dans cette rivière, il va rester bloqué au-dessus de la rivière et il ne va pas toucher le lit. Et c'est que s'il touche le lit qu'il va pouvoir bloquer le sédiment, que sur le sédiment va pouvoir pousser une espèce végétale qui va pouvoir elle aussi complexifier le méandrage du cours d'eau. Et donc en faisant ces ouvrages, on active des processus qui ensuite, eux, vont venir s'aggrader tout seuls, se nourrir avec tous ces dépôts sédimentaires, les feuilles qui vont tomber, la nouvelle pousse végétale, etc. C'est pour ça que c'est pour ça que c'est comme un sol qu'on peut venir aggrader avec des arbres morts, etc. Je veux bien rebondir. Est-ce que Léa, elle est là? Léa Frottier. Pas encore. Pas encore arrivée, c'est pas grave. Léa, elle va venir tout à l'heure après cette table ronde. On fait une balade sur la vrille ensemble. C'est le contrat rivière dont la vrille fait partie, qui fait un événement avec le Festival de la pluie qui s'appelle Les Pieds dans l'eau. Je disais tout à l'heure, Les Pieds dans l'eau, c'est marrant. Et en fait, je vais en profiter qu'elle n'est pas là pour aussi parler librement. Non, laisse-le. D'accord. Moi, j'apprécie beaucoup Léa. C'est plutôt le contrat des rivières qui est un outil que moi je trouve intéressant, mais aussi critiquable. Tu disais, en effet, il y a plein de techniciens et techniciennes rivières qui n'aiment pas ce terme, mais il y a aussi beaucoup de techniciens et techniciennes rivières qui sont coincés derrière leurs ordinateurs parce que ce qu'on leur demande de faire, c'est de remplir des tableaux en fait. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas le temps et pas les moyens, parce que dans les agences de l'eau, on manque quand même pas mal de moyens, vu que tous les budgets ils partent dans l'armée. Et donc vous vous retrouvez avec 3 techniciens rivières, ou même 2, ou une seule. Là, le cas ici sur la vrille, c'est une technicienne rivière et une animatrice rivière. Donc sur les 2 personnes, il n'y en a qu'une qui a une formation d'ingénieur hydrologue ou de l'environnement. C'est des fois même pas forcément spécifique à l'eau. Et elle se charge de 3 rivières qui font entre 30 et 50, 60 km de long. Mais si on prend juste le cours de la rivière, mais il y a aussi tous les affluents de chacune des rivières. Enfin, c'est un territoire qui est beaucoup trop grand pour 2 personnes. Donc elles ne vont pas du tout pouvoir connaître, dans le contexte où on est ici, dans cette rivière, elles ne vont pas du tout pouvoir connaître toutes les espèces, tous les endroits. Voilà. Et ça, je m'en suis rendu compte en faisant d'ailleurs une remontée de la vrille et une descente de la vrille à pied, puisque je l'ai fait 2 fois, une fois avec des enfants du centre social et une fois avec des amis d'Hydromonde, dont Anna qui est ici présente. On a descendu la vrille à pied de bout en bout. Et en fait là, oui, on se rend compte de plein de choses. C'est pour ça que je pense que l'arpentage, c'est hyper important. Tu parlais tout à l'heure de la vigilance que vous avez quand vous faites un ouvrage, de voir qu'est-ce qui se passe sur l'aval, s'il n'y a pas un poisson qui se fait assécher, etc. En fait, quand on arpente des rivières comme ça, au corps à corps, sur 4, 5, 6 jours, on se rend compte déjà du nombre de fils barbelés qu'il faut traverser.
du nombre d'endroits où il y a encore des murs dans les rivières qui sont des vestiges de moulins mais qui ne sont plus utilisés. On se rend compte aussi que les personnes qui connaissent le mieux la rivière, mieux que les techniciens rivières dans le cas présent, c'est les pêcheurs, qui sont les personnes qui l'arpentent le plus souvent. Et puis les pêcheurs, ce qu'ils vont avoir aussi comme rôle, c'est d'enlever les embâcles. Donc en fait, dès qu'il y a un arbre qui tombe dans la rivière, c'est pas tellement pour les lignes des pêcheurs, c'est aussi pour les risques d'inondation liés à l'agriculture, à la protection, on va dire, des terres agricoles. Les pêcheurs ils vont pouvoir signaler tout de suite à l'agriculteur en question qu'il y a un arbre dans la rivière. L'agriculteur va venir enlever l'arbre et on va le mettre un petit peu sur le côté, mais pas trop non plus. Et du coup, il ne va pas du tout jouer son rôle. Voilà. Et puis il y a aussi, on voit toutes les vaches qui ont des accès à la rivière qui sont aménagés comme des petites pentes là, qui sont catastrophiques en fait, parce que c'est des berges qui sont très abîmées et qui amènent beaucoup de sédiments et d'excréments dans la rivière. Et moi, ce que j'adore dans ton dessin là, c'est qu'en fait, quand on voit ça, il y a une vache et elle ne pose pas de problème, quoi, parce que c'est ça qui est super dans ces dessins et dans ces projections, c'est qu'il y a quand même une quantité de problèmes qui sont résolus par la médecine castor qu'il faudrait détailler, quoi, quand on se retrouve sur des rivières à identifier tous ces problèmes. Et moi, quand je vois ces dessins, je me dis « Ah oui, non mais ça c'est bon, c'est réglé, ça c'est bon, c'est réglé, ça c'est bon, c'est réglé ». Et c'est ça qui est magnifique. Et je pense qu'il y a vraiment tout un travail hyper intéressant à faire avec les techniciens et techniciennes rivières, parce que en plus d'avoir un très grand territoire à gérer, il y a aussi des outils bureaucratiques à gérer et en fait des tableaux à remplir, des cases à cocher et des objectifs qui sont très pauvres en détails. On va dire l'objectif c'est d'avoir un bon état ou un moyen état ou un mauvais état ou un très mauvais état de la rivière, quoi. Et en fait, c'est un travail qui peut être aussi très difficile à mener. Les personnes qui sont au contrat rivière, ça fait 2, 3 ans, 4 ans peut-être qu'elles sont en poste. Les personnes qui étaient avant elles, ça faisait 2 ans qu'elles étaient en poste. Et il y a une espèce de turnover comme ça de jeunes qui sortent de formation. Ici, en tout cas, c'est ça. Il y a des endroits où les techniciens rivières sont beaucoup plus installés et dans une dynamique pérenne et fructifiante, mais ici, c'est pas vraiment trop le cas, quoi. Voilà, c'est peut-être des jeunes ingénieurs hyper motivés et tout, et qui arrivent et qui se retrouvent avec une montagne de problèmes insolvables, avec pas les bons outils, et qui peuvent très vite se décourager et du coup changer de métier assez rapidement, quoi. Et voilà, je pense que c'est plein de choses qui sont passionnantes et qui seraient intéressantes de développer, et je pense que l'arpentage et le chantier dans lequel on met la main à la pâte, c'est vraiment des choses qui nous reconnectent bien avec tout ça. Je pense à la différence que ça fait d'être tout seul dans sa pelleteuse par rapport à une équipe de gens qui viennent restaurer une rivière avec des techniques castor. Et des tongs, en fait. Des tongs pour... la personne qui nous a enseigné, il marche avec des tongs pour sentir l'humidité du sol ou si le végétal craque sous les pieds, parce que c'est ça qui va lui... C'est ça son analyse de sol, en fait. Et c'est la plus pertinente, parce que c'est avec ses pieds. Il y a plein d'endroits, du coup, où on fait beaucoup de renaturation rivière à la pelleteuse. Et moi, je trouve que, de plus en plus, je dis ça, j'en profite pour le dire encore maintenant, quoi. Que, en fait, c'est une super opportunité de vouloir renaturer une rivière, et du coup, de le faire à la pelleteuse, c'est un peu gâcher cette opportunité-là, quoi. Alors que, vas-y. Excuse-moi. Merci beaucoup pour vos interventions. D'ailleurs, on n'a pas trouvé l'occasion encore d'applaudir Suzanne, donc je propose qu'on mon nom c'est Camille Thomas, j'habite à Druille-les-Deux-Fontaines, à 30 km d'ici, et on a une petite rivière qui s'appelle la Druille. Elle change de nom, elle s'appelle Landry, après le ruisseau d'Andry.
alors qu'elle fait que 14 km de long. Et on a comme ça une rivière qui a été complètement asséchée, enfin rectifiée, comme on dit, il faut voir la terminologie. Hein. On a assaini un marais. Donc la morale qu'il y a derrière, la charge morale est terrible qu'il y a derrière. Un marais, c'est malsain, on l'assainit. Une rivière, ça divague. Divaguer, ça veut dire être agressif. Ça divague, il faut la rectifier, c'est-à-dire la corriger. Enfin, c'est terrifiant. Hein. Bon, donc notre rivière, comme quasiment toutes les rivières en France, elle a été rectifiée avec des verres de béton, avec des ouvrages, avec des trucs, des canaux parallèles. Et en fait, il faut imaginer qu'entre le village d'André, où il y avait un verrou glaciaire, que les deux rives se retrouvent, les deux coteaux se retrouvent et le glacier avait déposé des sédiments dans des pierres, quoi. Il y avait un gigantesque marais qui faisait 350 ou 400 hectares jusqu'au village de Druillet. Et tout ça dans un milieu calcicole. Vous voyez, il y a des karstes très très secs et puis au milieu une rivière calcicole comme il y en a deux en Bourgogne. Tout ça détruit. Alors avec des petits bouts qui restaient, mais vraiment la peau de chagrin, quoi, comme on dit. Et donc là, on a la chance, malgré tout, je parle comme ça, mais vous allez comprendre pourquoi je fais cette intervention. Il y a la fédération de chasse, qui d'ailleurs était à l'origine de la formation de cette fondation pour la protection des habitats de la faune sauvage. Vous connaissez peut-être, c'est la fondation des chasseurs qui ont dit à un moment, nous aussi on est des protecteurs de la nature, on va faire comme les conservatoires des espaces naturels et comme le conservatoire du littoral. On ne veut pas trop passer pour des cons, pardon pour l'expression. Je me mets à leur place. Et donc, nous aussi, on va acquérir des terrains pour faire de la renaturation. Et en fait, ils ont fait un super boulot. Je le dis d'autant plus simplement que moi, je ne suis pas chasseur et je ne porte pas dans mon cœur pour plein de raisons. Et là, ils ont fait un super boulot. Alors, à la pelleteuse, ils ont racheté 60 hectares en gros, et ils ont reméandré, ils ont recréé des méandres à la pelleteuse. Ils ont créé une bassée, c'est-à-dire un plan d'eau très peu profond qui se dégarnisse de son eau en été pour que les viticoles, vous savez, tous ces oiseaux qui vivent dans la boue, viennent s'installer. Donc on a eu vraiment un retour très rapide, très efficace de biodiversité. Alors pourquoi je mets ça en avant? C'est un peu provocateur, vous l'avez compris, mais j'ai bien compris ça. Je suis très reconnaissant pour ces dessins-là qui sont très, très chouettes. Mais en même temps, il y a un moment où il faut être un peu pragmatique. Dans la vallée, on a aussi un mec génial qui s'appelle Sylvain Noël, et qui lui est un ancien gendarme, et lui, il voulait qu'on laisse faire la nature. Le problème, c'est que la nature, si on la laisse faire, alors qu'il y a déjà un truc tout bétonné avec des ouvrages et que tout est asséché, et puis on a planté là-dedans des arbres qui font plein d'eau pour continuer d'assécher. Alors la tourbe, il y a 6 mètres de tourbe dans la vallée, donc 4 mètres 50, je ne sais plus, enfin, j'ai oublié le chiffre exact. Et la tourbe, elle se minéralise. Dès que l'eau descend dans la nappe, il y a ça aussi. Au début, il y a plein de matières organiques, et puis après, comme on fait baisser l'eau dans la nappe phréatique, dans le sol, l'oxygène va en profondeur dans le sol et ça détruit le milieu naturel, enfin, la tourbe qui constitue le marais. Alors, si on veut que la nature reprenne le dessus, déjà, il faut arrêter d'enlever les arbres qui sont tombés, on l'a dit. Il faut que les gens acceptent que de nouveau leur terrain, peut-être qu'il va diminuer d'un côté ou augmenter de l'autre, ou peut-être qu'on ne pourra plus faire d'agriculture là où on a pris l'habitude d'en faire. Donc il y a une complexité socio-écologique là qui est énorme et dans laquelle il faut trouver des solutions quand même pragmatiques. Alors je ne dis pas que le modèle de la pelleteuse c'est forcément le meilleur, mais à un moment donné, si on a un terrain, alors là c'est bien parce que vous avez parlé de 18 hectares, c'est pas non plus immense. Hein. Donc déjà à une échelle comme ça, on peut faire de la médecine castor. Hein. Je note, hein, je pense à la dire. Maintenant, est-ce qu'on fait une régénération spontanée qui peut prendre très longtemps? Est-ce qu'on fait ça, mais en aidant grâce à des techniques que vous avez exposées, qui sont géniales? Est-ce qu'à certains moments, ça vaut quand même le coup de mettre un peu de pelleteuse? Je trouve que c'est une question qui doit peut-être se poser dans la nuance, quoi, par rapport au contexte local. C'est-à-dire un endroit où tout le terrain serait disponible, où on pourrait tout mobiliser. Ben oui, la rivière, elle peut reprendre sa place. Mais c'est un peu un monde idéal qui n'existe pas trop. On peut peut-être commencer que sur 15 hectares d'un bout, après, etc. Oui, mais tout à fait. Mais vous avez entièrement raison. Hein. La question du pragmatisme, vous imaginez bien qu'avec 21 couches d'administration, la réponse ne peut être qu'hyper pragmatique. Hein. Et donc, c'est dans cet espace-là, d'un hyper-pragmatisme, qu'on essaie de déployer d'autres formes. Et ce que l'on attend, enfin ce que l'on voit, moi personnellement, ce que je ressens au travers des castors, c'est que c'est juste un enseignement qui nous apporte une autre façon de voir le monde. Et le pragmatisme, justement, avec tous ces techniciens
même si on ne doit plus les appeler comme ça, ces techniciens de rivière qui sont là et qui voient ça, et qui, eux, parce qu'ils l'ont vécu avec la rivière, avec le torrent, avec la nature, et quand il y a des castors avec les castors, qui là se rendent compte de quelque chose d'extraordinaire. Je suis très ami avec un technicien de rivière dans le Lot qui rêve de voir arriver des castors chez lui. Hein. Il n'y a plus de castors dans le Lot depuis, comme chez toi, là, depuis le XIVe siècle probablement, hein, et qui rêve de les voir revenir, hein, parce que y a un message. La toute première phrase que tu donnais de ton indienne, là, elle est trop belle, parce qu'elle dit bien les choses. Et celui qui travaille continuellement avec l'eau. Amique, est-ce que tu peux être amique, toi? Être celui qui travaille continuellement avec l'eau, avec la terre, avec les nations de plantes et d'animaux, avec consentement et diplomatie pour créer des mondes réciproques. Ça, c'est pas un rêve. C'est juste la façon de vivre sur Terre. Le rêve, c'est de croire que le monde n'est que dans le pragmatisme technicien ou ingénierial de notre époque. Il est là le rêve que nous construisons, mais qui n'est qu'un rêve. Le pragmatisme, le vrai, il est là, des mondes réciproques. Voilà. Et cet enseignement-là, qui nous vient du peuple des castors, est un enseignement tout à fait extraordinaire, une opportunité, peut-être pour beaucoup d'entre nous, d'apprendre à voir le monde différemment et de passer de cet hyper-pragmatisme dans lequel nous nous trouvons vers quelque chose qui soit juste réaliste, de vivre avec la Terre, et pas que sur Terre en l'occupant, de vivre avec elle en tant qu'élément, et de coexister ensemble dans cette réciprocité. Là où passent les castors, il y a plus de vie. Là où passent les humains, il y a moins de vie. Là où passent les castors, c'est plus facile de devenir agriculteur, parce que les cultures sont juste moins malades, les prédateurs sont beaucoup mieux régulés, parce qu'il y a plein de vie, et donc tous les petits auxiliaires qui servent à l'agriculture naissent très souvent dans les ripisylves au bord de l'eau. Hein, ça, on l'a très bien documenté dans le milieu de la vigne, par exemple, que les auxiliaires qui soignent tous les parasites qu'on peut avoir sur une vigne existent dans les ripisylves. Et donc seraient amplifiés s'il y avait de vrais ripisylves avec des castors, avec des parties à l'ombre, des parties au soleil. On attend à apprendre de ça, de cette façon de fonctionner ensemble. Et la diplomatie, justement, je pense que c'est le mot qu'a trouvé Baptiste Morisot en parlant des diplomates, hein, que le castor est un diplomate entre le monde sauvage et le monde humain. De la même façon que Clément est un diplomate entre le monde de la nature et toutes ces administrations qui l'exaspèrent. Mais le rôle d'un diplomate est tellement important, tu vois, et tellement dans ce monde qui est dans son rêve techniciste, tout simplement, hein, et qui a besoin que des personnes comme toi, on dit alerte, pour alerter, mais aussi le vivent. Parce que la clé de tout ça, finalement, on est des homo sapiens, on a appris à raisonner que par notre cortex, de façon cérébrale. On nous apprend des choses à l'école et il faut les reproduire. Voilà. Mais qu'apprend-on réellement de la nature? Parmi vous, quels sont ceux qui ont, dans le dernier mois, passé une nuit à la Belle Étoile? Nous sommes 3, 4, 5. Eh bien, c'est pas normal. C'est juste pas normal. Hein? Oui, je lève la main parce que j'ai passé une nuit à la Belle Étoile et j'adore m'allonger la nuit dans le jardin. Ça m'a recreusé une petite mare, aussi à la Belle Étoile. Mais maintenant, c'est génial, il y a des nénuphars, des lunes, etc. Plein d'oiseaux. Je voulais revenir sur la notion d'humanité, du rapport de l'humain, de cette diplomatie qui serait totalement sereine et que les tuyaux de l'administration pourraient s'apprivoiser comme ça. C'est que, en fait, quand on voit en Amérique du Sud, au Brésil, effectivement chez les Ojibwés, au nord des États-Unis, au Canada, etc., partout,
ce sont des humains qui ont toujours vécu en harmonie avec la nature. Ils n'ont pas développé des champs de pétrole, des centrales nucléaires, etc. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une harmonie, la vie est belle, l'eau est belle, mais aujourd'hui, il y a clairement une emprise de certains homo sapiens qui pensent qu'effectivement, notre intelligence avec les castors, les papillons, les animaux, les fleurs, c'est totalement ringard. Et que, comme dit très justement Clément, les 2000 couches d'administration, c'est tout à fait pour éloigner le citoyen de l'eau et l'humain de la nature et de cette forme, en fait, de société aujourd'hui qui nous, qui nous met la botte sur la tête. Voilà. C'est un peu radical ce que je dis, mais tellement vrai, mais tellement vrai. Hein. J'aime bien ce que dit Olivier Hamon sur les ringards. C'est-à-dire que les ringards, en fait, c'est pas nous, c'est peut-être eux, hein, et qu'on a besoin de ringardiser justement certains types de comportements. Hein. Alors comment ringardiser les choses? Comment? Juste, j'aimerais bien terminer. Ringardiser le contemplatif, et puis tu es avec un enfant, et puis tu vois un truc qui passe. Oh, c'est une étoile filante. Non, non, c'est un satellite d'Elon Musk. C'est pas la même chose. Oui. C'est notre réalité. La réalité est là, oui. L'alerte, je pense que, comme dit Clément, hein, l'alerte, elle est vitale. Alerter les bébés et puis alerter nous-mêmes. Les bébés. Voilà. Cette harmonie-là. Et là, peut-être juste pour amplifier les leviers de cette prise de conscience, on sent qu'ils ne sont pas intellectuels. Parce qu'il suffit de lire le rapport du GIEC. La mesure la plus efficace en termes de lutte contre le réchauffement climatique, c'est la mesure 14.7 du rapport du GIEC, qui rapporte 65 000 $ par kilomètre de cours d'eau. C'est-à-dire qu'on introduit des castors sur des cours d'eau. S'ils sont introduits et s'ils agissent, eh ben ça rapporte 65 000 $ d'aménité, stockage carbone, érosion de la biodiversité. C'est la mesure la plus efficace. La science a validé ces choses-là, c'est marqué dans le rapport du GIEC. Les politiques, la technique, les économistes ont validé. Aujourd'hui, pour que ça change, ce n'est pas une question de connaissances, les connaissances sont là. Pour que ça change, c'est que ces connaissances doivent également prendre les moyens de toucher le cœur des gens. Et là, on a besoin des artistes, on a besoin des lanceurs d'alerte, on a besoin de merveilleuses illustrations. Toi, le bouquin de Baptiste, si ça avait été que le bouquin de Baptiste, celui sur... il n'aurait pas eu la même dimension poétique, mais complètement, tu vois. C'est le moment. Mais moi, c'est ma pub. Les livres, ils sont en vente sur le stand. On a besoin de pédagogues comme vous l'avez été tous les trois, comme vous l'êtes formidablement. La vie est belle. Mais je veux rajouter quelque chose. Ce livre, il est fait par deux Suisses extraordinaires qui ont des données sur les bénéfices du castor dans un cours d'eau qui sont juste les seuls qu'on a en Europe et qui sont géniales. Mais je voulais rajouter deux choses. D'une part, le fait que on va très certainement... hier, j'ai visité un site on va former les techniciens rivières de la Nièvre l'année prochaine à cette méthode, très certainement dans un lycée agricole, ce qui va être une première. Et donc, ça veut dire que c'est des gens qui vont être lycée et BTS qui vont être exposés à ça. Et on est réjouis, enfin ça c'est dans les tuyaux, ça va prendre énormément de tuyaux parce qu'en fait ce qui est compliqué c'est donc les suivis scientifiques, piezo, tout ça pour prouver dans ces premières années que effectivement c'est bénéfique, comme si c'est... voilà, c'est les douleurs de croissance, c'est normal. Et voilà, pour vous dire que voilà, ça arrive, ça prend du temps, mais ça arrive. Effectivement, bien sûr, c'est pas la solution partout, mais aussi, compte tenu que le castor a été réintroduit il y a plus de 40 ans dans la Loire et qu'il y a plein de traces de castor qui sont assez anciennes ici, c'est plus que suspect
que les castors n'aient pas des ouvrages présents sur la vrille. Les chasseurs font peut-être plus que de la pelle, en fait, pour le dire un peu plus clairement. Et aussi, pardon, ça veut dire qu'il y a très certainement des castors qui sont tués, parce que c'est pas normal d'avoir des traces de castors et aucune installation de castors, alors que la vrille s'y prête vraiment parfaitement. Il y a des traces actuelles de castors? Il y a des traces qui sont un petit peu anciennes. Bon, bien sûr, il y a des castors présents en aval, mais voilà, c'est un peu pas normal, en fait, à moins que... Voilà. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Ouais. Moi, je voulais juste... On a parlé plus fort. Il fonctionne. je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais. En fait, c'est aussi une histoire de propriété privée, parce qu'en France, on a la propriété privée, et donc, en général, ça s'arrête souvent au milieu des rivières. Et le problème, c'est que c'est à chacun des propriétaires de gérer sa partie de rivière, donc de désembâcler, par exemple, parce que c'est ça qui est le plus représenté, c'est ce que vous avez dit, hein, c'est ce qu'on dit tout le temps. Mais ils ne le font pas forcément, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de le faire. Et puis, comme l'a dit Clément aussi, ça pose beaucoup de problèmes, cette propriété privée, parce qu'effectivement, on ne peut plus être en contact avec les rivières, enfin, on ne peut pas être en contact avec les rivières, puisque la propriété, tu l'as dit, il y a des grillages, etc., on ne peut pas passer. Et ça, pour moi, finalement, c'est ce qui gêne le plus pour aller vers retrouver ce lit majeur, retrouver cette vision, cette véritable vision de la rivière. C'est ce phénomène-là de propriété privée. Donc finalement, les exemples que vous faites et qui vont être faits à Chalville, au lycée agricole, près de Nevers, c'est parce que les propriétaires sont OK pour faire ça, sont intéressés et veulent le faire. Je pense aussi que plus il y aura de propriétaires un peu éclairés et qui feront ces expériences, qui mèneront ces expériences, et plus on pourra motiver d'autres propriétaires. Mais c'est aussi ça aussi qui est long. Je suis d'accord pour les administrations, mais les administrations sont paumées aussi. Enfin, pour travailler avec pas mal d'administrations, il y a des gens vraiment très, très positifs et très motivés dans ces administrations, mais c'est vrai qu'il y a ce fait-là, quoi. Cette propriété privée est aussi un frein. Elle peut être, s'il y a un effet boule de neige, elle peut être positive, parce qu'elle peut entraîner justement les administrations dans d'autres schémas, mais au départ, c'est quand même un frein, quoi. Oui, mais on n'est pas non plus démunis par rapport à ça, et merci d'en parler, parce que dans mon bassin versant en Sud-Gironde, c'est un élu de la communauté des communes, un des maires, qui a mis en place une préemption. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a une vente d'un terrain qui a de la ripisylve, il est préempté et il passe au département, et c'est les Seines qui le gèrent, Natura 2000. Et ce qui fait que progressivement, on va donner de l'espace à la rivière. Dans l'Aude aussi, on a travaillé avec le syndicat des syndicats de l'Aude qui ont formé pareil tous les techniciens de leur bassin versant, politique de rachat de ripisylve, mais l'argument il est aussi simple parce que c'est des terres qui sont inondées régulièrement, c'est le Minervois, tout ça, c'est des terres qui sont très chères parce qu'il y a du vin dessus, et en fait si on propose un chèque, ça prend du temps. Lui, ça fait 20 ans qu'il travaille sur ce rachat de ripisylve pour laisser l'espace à la rivière de décélérer, parce qu'avec les crues qu'ils ont, c'est des crues qui sont mortelles. Et donc, et là, après 20 ans, effectivement, ils peuvent diminuer les inondations en aval de ces préemptions. Donc c'est faisable, ça marche, et c'est aussi une question de... je sais qu'ici, il y a le RAF, c'est une volonté citoyenne de faire ça avec les forêts. Ça peut aussi venir d'une volonté citoyenne de faire ces préemptions. Ça veut dire...
nous, ce qui se passe, c'est qu'il y a certaines personnes qui refusent de vendre parce qu'ils ne veulent pas que ça aille au département, parce que le département va faire n'importe quoi, blablabla. Après, il y a aussi toutes ces tensions, parce que c'est inévitable. Mais cette question du foncier, elle entraîne aussi d'être... Mais merci d'avoir insisté là-dessus, sur la nécessité de la pédagogie, finalement. Hein, que si on veut transformer le monde, eh ben, la pédagogie est peut-être probablement la façon la plus profonde et la plus sûre de le transformer sur le moyen terme, voire le long terme. Mais qu'après tout, on a le temps. Mais la pédagogie, ça passe aussi par des exemples qu'on donne. Et c'est ce qui se passe, voilà, c'est ça, voilà, tout à fait. Et par la sensibilisation. Suzanne, j'aimerais bien que tu racontes quelle est la genèse de ton amour pour les castors. Comment c'est né? Comment tu les as rencontrés la première fois? Et qu'est-ce qui s'est passé en toi pour que cet élan devienne ce qu'il est aujourd'hui? Moi, j'ai grandi dans un moulin à eau, le moulin de la Saule, sur le Beuve. Et je pensais connaître la rivière parce que bief, sédiments, inondations, toujours des inondations, poubelles, tout ce que l'histoire de la rivière, en fait, elle est là. Et le milieu végétal. Enfin, je pense, j'ai jamais réfléchi à ce milieu-là, en fait, jusqu'à ce que je commence à pratiquer l'horticulture donc en Californie, donc très très sec. Donc en fait, quand il pleut 3 mois de l'année, en fait, aussitôt qu'il se met à pleuvoir, le lendemain, on commence à travailler la terre pour planter. Et ensuite, en étudiant l'agroécologie, pareil, notamment dans le Gers, où est une des écoles où enseigne Hervé, on est en cours de désertification, et donc on est tout le temps en train de réfléchir à comment est-ce qu'on rend nos sols capables de redevenir éponges, tout ce qui a été évoqué avant. Et donc transformer l'agriculture pour cultiver l'eau, pour aggrader les sols. Et puis tout d'un coup, dans une recherche sur mythologie et agroécologie, sur laquelle on a beaucoup travaillé avec Hervé aussi, le castor, dans la mythologie amérindienne, qui crée des lacs, qui est en conflit avec le créateur, qui ennoie les humains, qui a une agentivité énorme, et qui était géant, et qui a été réduit, etc. Et où était Castor dans notre mythologie européenne, en fait. Et il est totalement absent de notre mythologie. Et enfin, quasiment. Sauf que nous, on a la chose très très belle d'avoir des hydronymes de castors dans toute la France, dans toute l'Europe. Donc il était non seulement compris comme celui qui donnait son vrai visage à la rivière, mais il y avait une déesse, Bibracte, et il y a des tout petits vestiges dans les sépultures, des petits morceaux de fragments de dents de castors usés qui s'est retrouvé avec des squelettes de femmes. Et voilà, et aussi de voir que ces connaissances, ce lien climat et castor qui avait été fait aux États-Unis n'avait pas été traduit. Et donc avec Hervé, on a traduit un manifeste qui avait été écrit par des scientifiques voilà, il y a plusieurs années, et puis voilà. Et du coup, ce serait peut-être intéressant d'aller dans les écoles et de raconter toutes ces mythologies sur le castor et de raconter tous les effets positifs du castor dans les rivières. Je peux répondre à cette question, parce que pour ma part, donc, vous avez compris, avec Suzanne, on a un peu travaillé sur la question, mais on a travaillé de façon assez intellectuelle, en fait. Et j'ai trouvé ce truc passionnant. Et donc les castors, ouais, c'était sympa, c'était une solution, des choses comme ça. Jusqu'à cet été de 2022, donc il n'y a pas si longtemps que ça, 2022, où Suzanne me dit, bon maintenant, on va aller voir des castors. Voilà. J'avais jamais vu des castors en vrai, en fait. Et ça a été la révélation. Qui a déjà vu un castor? Moi. Voilà. Allez à la rencontre de la rivière. C'est là que ça se passe.
C'est là que ça se passe en fait. On peut être diplomate, mais si tu es un diplomate mais que tu ne connais pas l'objet que tu veux défendre, pour défendre la rivière, il faut avoir les pieds dans l'eau, quoi. Hein, et c'est comme ça qu'en fait les choses vont se jouer. C'est là qu'intervient la vraie pédagogie finalement. Oui, mais il y aura des ateliers les pieds dans l'eau. Mais justement, Suzanne. juste après aussi, là, avec Suzanne, avec vous tous, avec tous ceux qui voudront. C'est là que ça se joue pour de bon en fait. Moi j'ai une question pour Suzanne. Sur les projets Castor, comment est-ce que vous les localisez et quelles relations vous faites pour les localiser, sans doute, avec les problématiques en amont d'agro, les problèmes agricoles, de drainage, d'arrachage des haies, de déforestation, qui retiennent l'eau aussi. J'ai compris que les projets étaient principalement en tête de bassin versant. Oui, c'est surtout le chevelu, mais le chevelu, ça représente une grande partie des cours d'eau. Ouais. Nous, on travaille avec les syndicalistes, c'est eux qui portent, en fait, la plupart de ces dossiers qui sont portés à la DDT ou les DTM, c'est les syndicalistes ou les services GEMAPIEN qui peuvent les proposer. C'est très, très rarement des projets citoyens. Mais là, dans le Tarn-et-Garonne, il y a un premier projet citoyen qui a été porté auprès de la DTT. Ils ont réussi à avoir les autorisations des riverains, de la DDT, et ils ont fait les premiers chantiers. Et donc, avec des suivis, biodiv, tout ça. Donc, nous, on aide et on accompagne si quelqu'un veut faire un projet citoyen. Enfin, on est vraiment dans un truc de solidarité, de faire passer les dossiers DDT pour aider à formuler la complexité de ce qu'on propose et de ce qui va être des enjeux sur chaque site. Parce qu'il faut être très très précis, tu vois, s'il y a telle espèce qui va être déplacée de 2 mètres parce que le niveau d'eau va monter de 20 cm, il faut l'écrire en fait, c'est nébuleux. Et donc oui, on essaie de travailler justement avec des personnes qui sont en agriculture vertueuse. Mais on a un projet avec l'ONF dans les Landes, donc les Landes feu, et on essaie de faire une zone humide par feu en fait, en redonnant un lit secondaire à un cours d'eau dans les Landes. Douleur de croissance, OFB, tout ça, mais bon, on est en plein dedans. Mais je ne sais pas si, est-ce que je réponds à ta question? Oui. Il y a la complexité qu'on a vue, mais qui est en plus amplifiée par le foncier et par les méthodes agricoles qui sont pratiquées en amont. Oui. Du coup, j'imagine que les projets qui se font en tête de bassin versant vont pouvoir redescendre au fur et à mesure en fonction des aménagements des rivières, ou est-ce qu'il y a une vision comme ça l'idéal, bien sûr, c'est de pouvoir travailler à l'échelle d'un bassin versant, mais on a cette histoire de foncier, elle est déterminante, et on travaille là où c'est fluide et possible, là où il y a des désirs en fait. On ne va pas du tout venir imposer quelque chose. Par contre, maintenant qu'on commence à avoir formé des professionnels qui comprennent et qui savent que telle rivière, elle est morte de toute façon. Il n'y a pas un enjeu de continuité piscicole parce qu'il n'y a plus un poisson. Enfin, tu vois, là, forcément, tout est à faire. Et, voilà. Mais il y a des douleurs de croissance. J'avais envie de prendre la parole au sujet de ce qu'on appelle la gouvernance de l'eau. Parce que tous ces trucs très compliqués, dont je comprends votre message et il est largement recevable, parce que ce qu'on voit, c'est que ça ne marche pas. Les rivières vont mal, il y a des groupes de pression au sein de cette gouvernance de l'eau qui font qu'elle devient inopérante, on ne fait pas les choses qu'il faudrait faire. Mais en même temps, il faudrait regarder aussi le verre à moitié plein, c'est-à-dire il n'y a pas que du négatif. Les lois sur l'eau, dès le début, elles ont mis en place les SAGE et les SDAGE, ou des choses comme ça, qui sont des schémas d'aménagement et de gestion des eaux à l'échelle des petits et des grands bassins versants. Et ça correspond quand même à des endroits où la société civile, dans toute sa diversité, peut intervenir. Ok, c'est trop compliqué, ok, dans l'ensemble, ça éloigne les citoyens de la gestion de l'eau, mais attention que derrière ça, il y a aussi des constructions qui sont légales
qui vont dans le bon sens et qui permettent justement aux citoyens de s'investir. Et je le dis avec d'autant plus de conviction que cette gouvernance-là, ce côté positif, il est extrêmement menacé par les dernières lois et par l'attitude du gouvernement. Aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire dans tous les domaines, c'est de faire reculer cette gouvernance participative, cette capacité des citoyens à s'investir dans ces questions-là. Donc n'oublions pas de le dire, parce qu'autrement on va dire c'est tout pourri, et puis il n'y a rien, et puis il faut s'en débarrasser de cette complexité administrative. Mais derrière ça, il y a quand même des instruments qui sont là pour faire entendre les voix de tout le monde, des pêcheurs, des écolos, des agriculteurs, et c'est important. Enfin, moi, je ressentais le besoin de le dire, quoi. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas peut-être renvoyer un peu bouler le système, il faut être un peu révolutionnaire quelque part. Moi, j'ai quitté la fonction publique là, il y a quelques mois à cause de ça, parce que je suis ingénieur au ministère de l'écologie à la base. Mais en même temps, je vois bien qu'une gouvernance qui va fonctionner, elle ne se fabrique pas du jour au lendemain. Et derrière toute cette histoire-là, il y a des générations de gens qui ont réfléchi quand même de manière aussi intéressante à l'aménagement du territoire, à la participation. Voilà. Donc je dirais qu'il ne faut pas tout balancer. Après j'ai une question, et pardon si mes interventions sont un peu longues. J'ai juste une question concrète, c'est qu'est-ce que vous pensez de l'effacement des seuils prônés par la directive cadre sur l'eau et le fait qu'on va détruire les ouvrages hydrauliques le long de rivières? C'est une question complexe aussi, hein. Je ne dis pas que c'est tout blanc tout noir. J'en ai marre de cette question. Non, mais... Moi, j'aime bien cette question. Le compte sur lequel les castors apprennent au saumon à monter les rivières. Oui, alors pour nous c'est très compliqué parce que Hydroxoil, ce lobby hydroélectrique des moulins, enfin, tu vois, en ayant grandi dans un moulin, il faut savoir qu'il y a deux associations de moulins en France. Il y a l'association française des moulins et l'association des moulins. L'association des moulins, ils comprennent la biodiversité, ils comprennent le passage des poissons, etc. L'association française des moulins, c'est ils veulent installer des stations hydroélectriques, des microcentrales électriques dans des moulins. Avec des passes à poissons. Et là où ils sont problématiques pour moi, après bien sûr que c'est important les microcentrales, mais est-ce qu'on peut faire des microcentrales sans faire des énormes microcentrales, etc. C'est toute une question d'échelle. Nous, pour la raison pour laquelle ils sont hyper pénibles pour nous, le mouvement d'alliance avec le peuple castor, c'est qu'ils se comparent aux castors sans jamais parler des turbines. Dis-nous, on fait pareil, on fait lever la nappe, on fait des ouvrages, on fait vraiment pareil que le castor, regardez, tout est mort quand on enlève les seuils. Et, sauf qu'ils ne parlent jamais de leurs turbines qui passent à la bouillie des poissons, tu vois, par exemple. Donc ils sont... Et c'est pas vrai qu'ils ont quelque chose à cirer de la biodiversité. Tu vois, l'association des moulins, oui, elle en a quelque chose à cirer. Mais l'association française des moulins, franchement, politiquement, je me sens absolument pas alignée avec eux. Et moi, pour répondre à ce que tu disais avant, nous, on fait très attention de tout faire dans les clous, justement, parce qu'on ne veut pas que tout le monde aille faire des ouvrages castors sans autorisation et que l'OFB interdise tout, en fait. On fait vraiment hyper attention d'être dans les clous et de faire tous les suivis qu'ils nous demandent. Et c'est pour ça que ça prend un temps fou.